Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les Carnets de l'IA, le podcast indépendant numéro 1 sur l'IA qui explore comment intégrer l'intelligence artificielle en entreprise. Dans chaque épisode, je reçois des experts qui partagent leur retour d'expérience, par où commencer, quelles bonnes pratiques adopter et comment transformer concrètement votre organisation. Les Carnets de l'IA est un podcast de la Cité de l'IA. Un grand merci à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur qui soutient votre podcast. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être à nouveau aujourd'hui en direct du Tech and Business Day de la Cité de l'IA et je suis avec Guillaume Poupard qui est Chief Trust Officer du groupe Orange. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais, comme le veut notre tradition, te présenter et ainsi présenter le groupe Orange ? Donc moi personnellement, je viens du monde de la cybersécurité, j'en ai fait toute ma vie en fait. J'ai commencé par une thèse en cryptologie, c'était le principal domaine académique à l'époque, au siècle dernier, pour traiter ces sujets-là. Et puis progressivement, j'ai découvert différentes facettes dans le secteur public. J'ai notamment dirigé l'ANSSI, qui est l'agence nationale en charge de la cyber pendant presque 9 ans. Et là, j'ai basculé du côté du secteur privé, mais sans m'écarter trop non plus, avec 3 ans dans une filiale de la Poste, et puis maintenant chez Orange depuis 4 mois, où je suis Chief Trust Officer. Je sais pas bien le traduire en français, c'est toujours un peu gênant. Directeur de la confiance, ça fait bizarre. Ça sonne mieux en anglais, comme dans les chansons. Et l'idée, c'est bien de porter ces questions de confiance au sens large, parce qu'on est persuadé en termes stratégiques que dans les années à venir, c'est une thématique qui va prendre beaucoup de valeur et beaucoup d'ampleur. Tout à fait. Sur les questions de souveraineté, des questions de sécurité, des questions que se posent les gens dans un monde qui est complexe, on ne va pas se mentir. Et on aura de plus en plus besoin d'avoir confiance dans des grands acteurs technologiques. On espère bien, côté Orange, jouer un rôle important dans ce domaine-là. Quand on est au contact des chefs d'entreprise, comme on peut l'être ici à la Cité de l'IA, on constate qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et de questionnements autour de cette notion de cybersécurité, de souveraineté des données, de la technologie. Peut-être c'est intéressant qu'on traverse ces sujets ensemble pour voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Et juste un point, au moment où on enregistre ce podcast, c'est quelques jours après que Claude a débranché son modèle Fable 5. Donc on voit bien qu'il y a un sujet de dépendance aux technologies américaines qui est une vraie préoccupation pour les dirigeants. Est-ce qu'on peut essayer de clarifier un petit peu tous ces sujets de souveraineté et de cyber ? Pour les décideurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, c'est le même problème pour tout le monde. Il y a 3 grands sujets qui se dégagent aujourd'hui. Le premier, c'est la cybersécurité. On en parle depuis plus de 10 ans et on a vu plein d'attaques et on pourrait se dire, bon, c'est bon, ça y est, on maîtrise le sujet. C'est pas vrai, malheureusement, parce que ça continue à se développer. Les technologies d'attaque continuent à évoluer. Nos dépendances continuent à évoluer. Donc, le cyber reste probablement le risque majeur pour beaucoup. Et le fait de se protéger, tout simplement, le fait de faire remonter ces sujets qui sont très techniques, évidemment, sur certains aspects, mais les faire remonter dans les chaînes de décision, y compris auprès de décideurs qui ne sont pas des experts par définition, c'est encore essentiel. Donc, le cyber, c'est vraiment un très gros sujet et il ne faut surtout pas le négliger parce que ça peut avoir des impacts majeurs, notamment sur la survie de l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est l'IA. Alors, tout le monde en parle, l'intelligence artificielle, on la met à toutes les sauces, c'est très buzzword. Et en même temps, c'est une transformation, c'est une révolution industrielle, il n'y a plus beaucoup de doutes là-dessus. Ça va changer la face du monde dans pas mal de domaines. Et c'est un peu taquin pour le monde de la tech, mais on aime bien s'enflammer au monde de la tech. Il y a quelques années, on n'aurait parlé que de blockchain. Après, on n'aurait parlé que de métavers. Bon, le blockchain, il en reste des trucs, mais enfin, ça n'a pas changé le monde comme c'était prédit. Le métaverse, on n'en parle plus du tout, même s'il restera probablement des petits trucs. Mais enfin bon, ceux qui avaient beaucoup misé dessus ont arrêté les frais. L'IA, c'est pas un énième épisode finalement de ces évolutions technologiques, c'est vraiment une révolution. Où est-ce qu'on va, j'en sais rien, parce que tous les 6 mois, on dit des choses totalement différentes, tellement ça évolue vite. On est surpris par la puissance des technologies, c'est indéniable. C'est clair. Et en même temps, ça va changer les rapports de force, même à un niveau géopolitique. On voit que la géopolitique se mêle à la technique, dans un monde qui est malheureusement très complexe en ce moment, d'un point de vue géopolitique, où c'est la loi du plus fort aujourd'hui qui prend le dessus sur le droit international, sur le multilatéralisme, autant de choses qu'on aimait bien en France, mais malheureusement aujourd'hui, c'est les plus forts qui ont raison. On le voit au quotidien. Et donc la tech fait partie de ces rapports de force. Ça nous dépasse et en même temps, ça nous concerne tous. Et donc ça nous mène au troisième sujet, qui est celui de la maîtrise des dépendances technologiques. Parce que si on est dépendant, ça peut avoir un impact économique. Quand on dépend d'un seul acteur, on paye de plus en plus cher. On peut dire ce qu'on veut, c'est toujours comme ça que ça évolue. Et quand on est dépendant, c'est même la disponibilité même des technologies, c'est notamment très vrai pour l'IA, qui peut être posée. On l'a vu il y a quelques jours, en effet. C'est pas Anthropic qui a coupé Fable 5, c'est le gouvernement américain qui a demandé à Anthropic de couper. Donc c'est même pas une décision économique, c'est une décision qui est politique. Absolument. C'est une décision de sécurité nationale. Il y a un terme très fort, notamment aux États-Unis. Et donc ça veut dire que la technologie rentre dans une ère où elle se mêle à la politique et à la géopolitique.
Oui. Et ça doit être anticipé parce qu'autrement, ça peut faire énormément de tort. Alors peut-être on peut balayer un petit peu du regard quelles peuvent être les différentes stratégies pour les entreprises pour se protéger par rapport à ces risques. Il faut y faire face. J'ai l'habitude de dire que le déni n'est pas une stratégie. Alors c'est pas facile Ouais. de faire face. Déjà pour les grands groupes, pour Orange, je vais parler au nom d'Orange, le fait de comprendre les menaces, de comprendre ces risques, d'avoir une stratégie pour les gérer ces risques. On les fait jamais disparaître les risques, mais on peut les Absolument. gérer. Comment faire pour bien se protéger d'un point de vue cyber? Comment faire pour bien intégrer l'IA sans que ça crée des dépendances? Comment faire pour continuer à proposer des réseaux, des services en travaillant avec des acteurs qui ne sont pas tous européens, loin de là, Ouais, ouais. et en même temps en restant en maîtrise? Voilà, ça c'est de vrais enjeux. D'accord. Je pense que tous les acteurs devraient faire cette analyse et doivent le faire s'ils sont logiques. C'est également vrai aussi dans le secteur public, Oui. que j'ai bien connu. C'est pas toujours simple, hein, parce que ça nécessite d'avoir de l'expertise et de prendre des décisions qui politiquement sont pas toujours évidentes. Et puis, pour les plus petits acteurs, c'est plus complexe évidemment parce qu'il y a moins de puissance technologique en interne, ce qui est normal, hein. Les petits acteurs se concentrent beaucoup plus sur leur cœur de métier. Et je pense que c'est très important d'être capable de s'intégrer dans un écosystème, de comprendre quand même ce qui se passe, de se faire aider au juste niveau par des experts qui savent faire. C'est pas des recettes magiques évidemment, mais c'est les grands principes. Mon principal conseil, c'est quand même d'éviter le déni, parce Oui. que le déni, c'est la garantie de la catastrophe. Absolument. Alors que quand on fait face à ces risques, quand on les comprend, bon, on peut quand même se protéger de beaucoup de menaces, même si Ouais. c'est pas du 100%. C'est très intéressant, effectivement, ça recoupe beaucoup des questionnements des chefs d'entreprise. Et parmi ceux-ci, j'en ai quelques fois qui me disent, bah, finalement, on se rend compte qu'infogérer un modèle open weight, finalement, c'est peut-être plus si compliqué que ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait pas être aussi des entreprises comme Orange qui proposent des services alors, je lance la perche par rapport à ça, pour ces entreprises-là qui souhaitent une offre peut-être un peu moins avancée techniquement, mais en tout cas très sûre d'un point de vue data et souveraineté. Alors là, tu lis dans mes pensées. C'est les stratégies qu'on développe en ce moment même. On ne veut pas tourner le dos aux grands acteurs américains qui sont technologiquement impressionnants, on va pas se mentir. Ce que fait Anthropic, Oui, c'est bluffant, remarquable. ouais. Et dans le même temps, on voit bien que les modèles open source ou open weight, si on veut être Ouais. précis en Mm. effet, alors qui souvent viennent de Chine d'ailleurs, ne sont pas si en retard que ça. Ils ont 6 mois à 1 an de retard, ce qui est très peu au final. Ça veut dire que les trucs qui nous émerveillent là, ou qui nous font très peur chez Anthropic aujourd'hui, bah, dans 1 an, ils seront disponibles pour tout le monde. Ouais. Alors, ça va poser d'autres questions de sécurité, très probablement, que les interdictions américaines ne vont pas résoudre. Mais on aura accès à cette technologie de plus en plus. Et le troisième pilier, donc, travailler avec les leaders, travailler sur l'open source, et puis travailler avec des acteurs européens. On est souvent plus dur que les autres sur ce que font nos propres acteurs, paradoxalement. Donc on travaille beaucoup avec Mistral, et on a beaucoup parlé, peut-être même trop parlé, ça leur fait du tort presque. Ça a créé trop d'attentes, mais ça reste un très très bel acteur. Ouais. Et je suis persuadé que, on le voit ici aujourd'hui, il y a une dynamique qui est très forte, notamment dans le domaine de l'IA. Mm. On a des talents, quoi qu'on dise. Oui, tout à fait. C'est Alors, ce qu'il faut, indéniable. c'est les garder. Mais on a C'est vraiment ça. des talents en France, en Europe. Il faut être à la fois modeste, mais on peut être ambitieux également sur ces Absolument. domaines. Et donc, si on oublie toutes les stratégies extrémistes qui sont probablement vouées à l'échec, en étant capable de combiner ces différentes approches, on doit pouvoir proposer durablement des solutions qui nous permettront à la fois d'être performants, parce que si ça marche pas bien, ça n'a aucun intérêt, donc performants technologiquement, et en même temps nous protéger nos données sensibles, pas les envoyer en Chine, aux US et tout ça n'importe comment, comme certains le font encore parfois. Se protéger du fameux kill switch, c'est-à-dire de la coupure de service qu'on ne peut plus totalement exclure dans le contexte actuel. Et on l'a L'actualité vu, le prouve, ouais. on l'a vu malheureusement. Mais moi, je reste optimiste en fait, parce qu'on a, à mon avis, la force. Et quelque part, si on fait des systèmes qui fonctionnent à 99% au lieu de 100%, au final, ça rendra le service Tout à tout fait. aussi bien. Ouais, absolument. Donc, du moment qu'on s'y colle, du moment qu'on a les compétences, du moment qu'il y a une confiance qui s'installe, je reviens à cette question de confiance, je suis persuadé qu'on peut faire de grandes choses. Mais ça nécessite de vrais efforts, ça nécessite idéalement de travailler à l'échelle européenne et pas uniquement nationale. Ça nécessite de construire des capacités de calcul, ça nécessite de continuer à maîtriser ce qu'on maîtrise aujourd'hui, c'est tout ce qui est connectivité, telco, et ça demande un effort dans la durée, là encore, donc on le fait depuis des décennies, il n'y a pas de raison qu'on arrête. Si on est capable d'empiler comme ça toutes les couches bien connues du numérique, on peut trouver des compromis qui répondent à toutes les situations, à mon avis. Très bien, merci pour ces éléments de réponse. Ça nous amène à notre première question. Tu
Tu présides également le Conseil de l'IA et du numérique. Vous vous emparez également des questions sociétales, de l'impact de l'IA dans les entreprises, dans la vie quotidienne des Français et des Françaises. On en est où sur ces sujets-là? Alors, je le co-préside avec Anne Mouvreau, avec qui je m'entends super bien. C'est vraiment un plaisir au sein du Conseil d'échanger sur ces questions qui font un pas de côté par rapport à des questions purement économiques ou industrielles, comme je peux les traiter chez Orange, ou des questions purement publiques, comme j'ai pu les traiter côté Annecy. On voit que l'IA aujourd'hui bouleverse quand même les sociétés et ça génère des risques, ça génère des opportunités. En tout cas, il faut anticiper ce qui peut se produire. Et typiquement, dans ce qu'on regarde en ce moment, il y a les questions d'impact de l'IA sur l'éducation. Oui. Le premier réflexe a été de dire, bah mince, on ne peut plus donner de devoirs à la maison parce que c'est ChatGPT qui les fait. Bon, peut-être. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit grave, fondamentalement. Quand je vois tout ce que peut apporter l'IA en termes de nouvelles méthodes d'éducation, au contraire, je pense que le bilan il peut être très positif si l'éducation nationale s'en empare, ce qui est le cas. Il y a des sujets plus sensibles autour de l'impact de l'IA sur des publics plus vulnérables. Alors, il y a les enfants, évidemment, qui sont toujours des publics particuliers, mais on peut tous être vulnérables à un moment de notre vie, ou des personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique peuvent être vulnérables. Ouais. Donc, on essaye d'anticiper comment ces IA, ces chatbots, typiquement, qui sont pas dangereux en apparence, qui sont très polis, qui sont trop polis, même parfois c'en est agaçant. Mais est-ce que ça peut pas quand même avoir des impacts négatifs en lien avec certaines vulnérabilités ou pathologies psychiatriques? Donc voilà, c'est vraiment un côté social. Et puis il y a un aspect très, très lié au travail et à la société. Ouais. Je reprends les propos d'Arthur Mensch récemment qui disait, voilà, s'il y a 10% de la puissance de travail européenne qui est transférée vers l'IA, c'est-à-dire vers le capital, sous-entendu côté américain. Il y a un impact économique qui est majeur, c'est que ça va représenter à peu près 1000 milliards par an. Donc là, pour le coup, la balance économique entre l'Europe et les États-Unis, qui est déjà pas forcément, contrairement à ce que dit Trump, qui n'est pas forcément à notre avantage si on met le numérique dedans. Cette balance, ça va être complètement déséquilibrée. Donc on a un vrai problème économique dans la durée. Mais bon, je me dis aussi, s'il y a 10% de la puissance de travail qui est faite par la machine, qu'est-ce que vont faire les gens? Est-ce que ça va générer 5%, 5 points ou 10 points de chômage en plus? Enfin, on a un sujet social, sociétal autour de l'arrivée de l'IA. Et ça, bon... L'idée, c'est pas forcément de l'empêcher, parce qu'on va pas dire faut empêcher la technologie pour protéger le travail tel qu'on le connaît, mais il faut l'anticiper pour justement créer les transitions qui font que ce sera pas une catastrophe, justement. Donc ça fait partie des sujets véritablement de transformation. L'IA, c'est pas un sujet technologique, à mon avis. C'est un sujet de transformation à l'échelle de l'entreprise, mais également à l'échelle de la société. Mais ça rejoint d'ailleurs les résultats du baromètre de la Cité de l'IA qu'on a publié il y a quelques jours, qui est de dire qu'aujourd'hui, on a 20% des entreprises de notre écosystème qui sont en train de travailler sur des plans de transformation des emplois et de l'adaptation des compétences pour faire face à cette nouvelle réalité du travail. Et c'est comme ça que ça se passera bien. Oui. Le fait de subir, c'est la garantie de l'échec et des catastrophes. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et ben, ça nous amène à notre deuxième question. Et l'Europe dans tout ça? L'Europe dans tout ça. Moi, je reste un Européen convaincu, non pas par l'expérience, mais bien par la conviction que c'est ce passage à l'échelle qui fait que ça marchera. D'ailleurs, pour un pays comme la France, c'est un peu le piège, c'est se sentir parmi les grands. On a l'habitude de dire qu'on est petit parmi les grands, mais enfin, on est quand même parmi les grands. Et donc, se dire, on doit pouvoir être autonome. Sur tous les sujets dont on parle là, on a des choses à faire en propre. Typiquement en cybersécurité, il faut commencer par se prendre en main et prendre ses responsabilités. Mais après, ce que je disais avant à Nancy, c'est si nous on est protégés et que nos voisins européens se font attaquer, l'impact sera le même. On a un intérêt, et il faut toujours être très cynique dans ces domaines-là, on a un intérêt à ce que l'Europe fonctionne en cybersécurité. On a un intérêt à ce que l'IA soit un sujet européen, notamment de par les investissements nécessaires, où je doute que la France seule puisse faire les investissements. Oui, on voit que c'est des centaines de milliards aujourd'hui dont on parle. Exactement. Et donc les fameuses gigafactories, ça a un sens à l'échelle européenne, ça a beaucoup moins de sens à l'échelle nationale. Donc on a besoin de l'Europe, il faut s'appuyer sur nos forces. Nos forces, c'est nos valeurs, je pense. Et donc nos valeurs, elles ont du poids à l'échelle internationale. C'est le fait que, mine de rien, on est le plus grand marché de consommation. On a souvent tendance à l'oublier. Si on n'est que ça, ça ne marchera pas. Mais on a un potentiel juste incroyable en termes de consommation interne. Mais ça passe évidemment par une coordination, le fait que l'Europe soit cohérente. Et il y a encore pas mal de choses à faire dans ce domaine-là. Et puis, ce qu'il nous faut, c'est une Europe qui soit plus forte politiquement. Alors ça, c'est un avis très personnel. Mais je suis souvent un peu choqué du fait qu'on n'ait pas la puissance à l'échelle européenne, dans le concert des nations, où c'est la loi du plus fort, pour imposer les choses. Donc ça, c'est un sujet qui est très politique, qui est très complexe, évidemment, du fait que l'Europe n'est pas une nation, c'est pas un État fédéral, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire, mais on en a absolument besoin. Le développement technologique et le fait de trouver notre place dans les rapports de force qui incluent ces questions technologiques, ça passe par l'Europe, très clairement. Oui, tout à fait. Et la France a un rôle à jouer, l'Allemagne a un rôle à jouer, voilà, toutes les grandes nations européennes ont un vrai rôle à jouer, la Commission a évidemment un rôle à jouer. Ce qui me rend optimiste, c'est que c'est en train de bouger, enfin.
Il y a quelques années, quand on parlait de souveraineté à l'échelle européenne, c'était un gros mot. La souveraineté, c'est le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est ce qu'il y a de pire sur Terre. Oui, oui. Puis là, le gouvernement Trump, là, ça finalement, revient. nous rend service. Il nous aide parce que les naïfs ou les faux naïfs ne peuvent plus le dire ou l'afficher. La Commission européenne vient de sortir toute une liste de mesures sur la souveraineté technologique. Oui, oui, Bon, ça, il y a quelques années, c'était totalement inconcevable. Et on voit qu'il y a une sorte d'ambition qui revient, où on se dit que des trucs qu'on pensait inaccessibles ou simplement inutiles. Pourquoi aller faire des composants en Europe alors que d'autres le font très très bien? Dans une économie mondialisée, il n'y a pas besoin de tout faire soi-même. Ouais. Bon, ça revient. Tout ce qui pourra être fait à l'échelle européenne nous rendra plus forts, et quand on sera plus fort technologiquement, on sera plus fort politiquement également. Les deux se répondent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Si à la fin, on ne veut pas juste être des consommateurs soumis à la loi du plus fort, ça passe par là, très clairement. Eh bien, merci encore Guillaume Poupart pour tous ces éclairages. C'était vraiment absolument passionnant de Merci t'écouter. beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.citea.fr. À bientôt.